Et maintenant, on va parler d'éducation, c'est la rentrée. On va parler de transmission. On a beaucoup parlé des héritiers ce matin, les héritiers d'héritage au sens fiscal. On va parler des héritiers au sens de Bourdieu. L'invité de la matinale vient de publier « Savoir ou périr » au Seuil, un essai où il réfléchit sur ce que doit être l'éducation, inspiré notamment de la pensée de l'historien Marc Bloch. Il est connu pour ses nombreux travaux sur l'enseignement, l'éducation et les inégalités. Bernard Lahire, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Bonjour. Savoir ou périr, c'est le titre de cet essai. Et ça m'a immédiatement fait penser comme ça, très rapidement, à la bourse ou la vie. Qu'est-ce qui fait l'urgence de cet essai que vous publiez sur les enjeux éducatifs ? L'urgence, elle est multiple. Elle concerne à la fois le système d'enseignement et puis aussi le domaine de la recherche. On sait aujourd'hui que la science peut être très attaqué, et dans un des plus grands pays au monde, les États-Unis, où pour la première fois on voit une guerre véritablement contre la science et contre une science médicale. C'est pas que les sciences sociales, par exemple, qui sont très souvent attaquées, mais là c'est les climatologues, les biologistes, les médecins, etc., qui sont attaqués, à qui on retire de l'argent, des financements, etc. Et puis, j'allais dire, en Europe, les choses vont un peu mieux quand même. Mais en fait, quand vous regardez le dernier budget voté en février dernier, en France, eh bien, on a retiré 1,5 milliard corrigé de l'inflation à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est une autre manière, en appauvrissant tout, d'en vouloir à la science. Et on se rend pas compte, j'ai voulu rappeler l'importance cruciale, vitale, du savoir, et notamment du savoir scientifique, pour nous, pour notre survie collective. Et d'ailleurs, dans cet essai, vous commencez par dire que depuis que l'homme est homme, il est curieux, il acquiert des savoir-faire, et que la science, c'est pas nécessairement des laboratoires où il se fait des choses très compliquées, mais c'est l'invention de la roue, c'est l'invention du feu, de savoir s'en servir, et que si l'homme oublie de savoir et qu'il oublie de chercher, les civilisations meurent. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que, alors, il n'y a pas une société humaine qui aurait pu survivre si elle n'avait pas développé des connaissances. On a d'ailleurs une très mauvaise représentation de ce qu'étaient les sociétés dites primitives, c'est-à-dire qui sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs sans État, on va dire. En fait, ces sociétés, bien sûr, elles sont mythologiques, il y a de la magie, etc., mais il y a de la pharmacopée, on sait chasser, on sait pêcher, on sait cueillir, on a plein d'informations et de connaissances sur le monde qui nous entoure, parce que il faut bien survivre dans ce monde. Et on sait transmettre. Et on transmet, effectivement, par imitation sociale, par rituel. On instaure des rituels pour que se transmettent un certain nombre de savoirs qui sont possédés généralement par les plus anciens, qui ont une grande expérience, d'où l'importance de la sagesse dans toutes ces sociétés-là. Et donc, oui, on n'a pas attendu la science pour avoir ce rapport au monde réel qui est nécessaire, un rapport juste, correct, se doter d'éléments de connaissances qui permettent de savoir ce que c'est que la réalité pour pouvoir s'y adapter en permanence. Bernard Lahire, sociologue spécialiste de l'éducation qui publie « Savoir ou périr ». Chaque année, on se pose la même question à la rentrée et chaque année, on a du mal à se souvenir de la réponse qu'on a donnée l'année d'avant. Que doit-on enseigner ? Et pourquoi ça va mal ? Pourquoi tout le monde se plaint ? Les parents d'élèves, les profs, les élèves un peu moins. Mais on a l'impression que le message de l'éducation est brouillé aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quelle est sa finalité. C'est-à-dire que là, alors moi c'est le diagnostic que je fais, mais après Marc Bloch. Marc Bloch en 1943 écrit un texte disant qu'il faut une révolution dans l'enseignement. C'est pas un monsieur complètement, qui part dans tous les sens, etc. C'est un normalien, un historien extrêmement savant, etc. Et il parle de révolution. Et qu'est-ce qu'il désigne ? Il désigne un problème qu'il appelle le bachotage. Alors, il parle beaucoup du lycée, pour cette époque, mais il dit le bachotage, c'est prendre tout à l'envers. C'est-à-dire que le goût du succès va remplacer le goût de la connaissance. On a un système qui est piloté par l'évaluation, par le terme. C'est-à-dire, il faut avoir un diplôme. On travaille pour l'examen, on travaille plus pour apprendre. Voilà.
et pour développer le goût aussi de l'apprentissage, qui est extrêmement nécessaire. Il faudrait qu'une très grande majorité de gens aillent très longtemps à l'école pour sortir de tout ça, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, etc., qui vont sauver nos sociétés à l'avenir. En fait, c'est l'obsession de la note, l'obsession de l'évaluation. Oui. Et ce qui est tout à fait intéressant, et vous le rappelez dans le livre avec Marc Bloch, c'est que les anciens, quand je dis les anciens, c'est des gens dans les années 20, qui n'étaient pas des crypto-marxistes, qui n'étaient pas des syndicalistes enseignants ou les pédagogues qu'on met aujourd'hui à l'index, mais qui étaient plutôt des poètes, des intellectuels, des gens qui avaient pignon sur rue. Eh bien, ils disaient, le diplôme, c'est l'ennemi de l'enseignement. Il faut citer Paul Valéry. On a partagé ensemble un texte hier soir tout à fait intéressant. Paul Valéry, dans une conférence intitulé « Le bilan de l'intelligence ». On est en 1935. Voilà ce qu'écrit Paul Valéry, le poète. Le diplôme fondamental chez nous, c'est le baccalauréat. Il a conduit à orienter les études sur un programme strictement défini et en considération d'épreuves qui, avant tout, représentent pour les examinateurs, pour les professeurs et les patients, il appelle les élèves les patients, c'est assez drôle, une perte totale, radicale et non compensée de temps et de travail. Du jour où vous créez un diplôme, un contrôle bien défini, vous voyez aussitôt s'organiser en regard tout un dispositif non moins précis que votre programme, qui a pour but unique de conquérir ce diplôme par tout moyen. Le but de l'enseignement n'étant plus la formation de l'esprit, mais l'acquisition du diplôme, c'est le minimum exigible qui devient l'objet des études. Il ne s'agit plus d'apprendre le latin ou le grec ou la géométrie, il s'agit d'emprunter et non plus d'acquérir, d'emprunter ce qu'il faut pour passer le baccalauréat. Oui, c'est quand vous m'avez envoyé cet extrait de texte, on en a parlé. Enfin, pour moi, c'est remarquable, c'est assez formidable. Je ne connaissais pas ce texte de Valéry. C'est exactement le même esprit dans lequel écrit Marc Bloch quelques années après. 38, le texte de Marc Bloch est de 43. Je ne sais pas si Marc Bloch avait lu Valéry. C'est fort possible parce qu'il était quand même très cultivé. Mais en tout cas, il dit l'essentiel, c'est-à-dire c'est le moment où l'institution bascule dans l'autre sens. C'est comme ces machines qui tournent et puis à un moment donné ça patine et ça repart en arrière. Et en fait, c'est-à-dire que quand je dis que ça fonctionne à l'envers, c'est que l'évaluation est utile, évidemment. Mais quand vous faites fonctionner la machine à l'envers, vous préparez à l'évaluation. Et tout est organisé pour être fin prêt le jour de l'examen, du contrôle, du concours. Résultat, les profs cavalent, ils se plaignent de ne pas avoir assez de temps, il y a des élèves à la traîne, etc., etc. Alors, il y a un écueil dans cette affaire, c'est que finalement, les notes, l'examen sont devenus un repère pour tout le monde. Oui. Et comme l'éducation est en manque de repères, pas seulement en manque de moyens, mais en manque de repères, elle a peur des nouvelles technologies, elle a peur de l'intelligence artificielle, et donc elle veut pas abandonner la notation, parce que c'est la dernière corde à laquelle se rattraper. Alors, je voudrais avoir votre point de vue sur cette absence de repères aujourd'hui pour les parents, un peu moins pour les élèves, parce qu'ils font leur vie, les élèves, et puis pour les profs aussi. Comment on retrouve des fondamentaux ? Je ne sais pas s'il y a un manque de repères, mais en tout cas, il y a une obsession du bon classement, ça c'est sûr. Et j'ai travaillé il y a quelques années avec des collègues dans un livre qui s'appelle « Enfance de classe » sur l'école maternelle. On avait pris des enfants en grande section. Il y avait une tension énorme autour de la scolarité de ces enfants. Déjà tout petit. Et oui, 5-6 ans, vous imaginez. On se dit, bon là, c'est pas encore, les jeux sont pas faits, etc. Si, les parents se demandent, on va pas les passer dans le privé, l'an prochain, c'est pas c'est bon, c'est pas... Voilà, il y a une pression. Il y a une pression sur les enfants que les parents peuvent répercuter. C'est pas forcément d'ailleurs les enseignants qui mettent cette pression, mais en tout cas tout le monde a pris conscience que dans un pays où il y a du chômage, où il va falloir avoir de bons diplômes, etc., c'est une course effrénée au succès scolaire pour avoir les meilleures chances possibles. Et ça rend tout le monde malheureux. Ça rend tout le monde malheureux. Et du coup, l'institution se vide un peu de sa substance. C'est-à-dire que la transmission culturelle qui est au départ au cœur de tout ça, ça devient un peu secondaire. C'est-à-dire qu'apprendre, qui devrait être un plaisir, sans que la classe devienne une cour de récréation, cette découverte, cette curiosité, c'est un peu tué par les rythmes scolaires et les examens. Oui, il y a une très belle recherche aux États-Unis d'une chercheuse qui a montré que les enfants posent beaucoup de questions, comme on le sait. Ils posent beaucoup de questions. Pourquoi ? Les parents savent pas toujours répondre. Et quand ils arrivent à l'école, ça commence à s'arrêter.
Est-ce que ces questions, ils vont les poser à l'intelligence artificielle et à ChatGPT, qui pose un problème quand même à l'enseignement, c'est-à-dire comment on fait les devoirs, comment on fait en sorte que les enfants fassent pas du copier-coller. Question qu'on se posait déjà avec Internet, mais avec l'IA, comment vous imaginez-vous, qui étudiez les façons d'enseigner et leurs répercussions, comment vous imaginez l'usage correct, positif de l'intelligence artificielle dans les années à venir ? En fait, moi je pense qu'il y a une panique un peu devant l'intelligence artificielle et que il y a des raisons d'être paniqué dans le court terme parce qu'il va falloir changer les modes d'évaluation si on laisse faire les choses, étant donné que on insiste plus sur le résultat que sur le processus d'apprentissage. Il y a des enfants qui vont passer directement à l'intelligence artificielle pour cracher des réponses. Et ça, évidemment, ça pose problème. En même temps, il y a une longue histoire de réaction et d'attitude un peu réactionnaire face à des nouvelles technologies, et je pense qu'il va se passer avec l'IA ce qui s'est passé avec l'écriture. Par exemple, Platon dans Phèdre se plaint de l'écriture. Ça peut paraître étonnant, mais à l'époque, quand même, le savoir était très oral. Et lui, il dit, l'écriture, attention, ça va tuer la mémoire. Et il n'a pas tort, évidemment. Nous avons stocké des informations dans des manuscrits, puis avec l'imprimerie, etc. Nous avons des bibliothèques et on n'est pas obligé d'apprendre autant que dans des sociétés à culture orale. Donc Platon se plaignait de ça. On ne peut pas dire que la civilisation est déclinée. Au contraire, cette accumulation culturelle a rendu possible une accélération culturelle des savoirs, la science, etc. Bernard Lahire, un dernier mot sur le travail manuel. On n'en parle jamais. Sur les études technologiques, on n'en parle jamais. On dirait que les pédagogues se concentrent sur le collège et le lycée, alors que l'intelligence de la main, demain, il est probable que les métiers manuels soient ceux qu'on peut pas délocaliser, soient ceux dont on a encore besoin, et c'est pas l'intelligence artificielle qui s'en occupera. Quelle est la place de ces métiers de la main et de cette formation aux métiers de la main dans cet univers de la pédagogie ? C'est très très disqualifié en fait. À l'heure actuelle, si vous arrivez dans ces formations-là parce que vous avez échoué scolairement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui est un problème, parce qu'évidemment que c'est des métiers hyper utiles. On a besoin de ces métiers-là, et on a des pays qui accordent beaucoup plus d'importance à la technologie, à la pratique, aux travaux manuels. Je pense à l'Allemagne ou à la Suisse, par exemple. Bernard Lahire, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. Savoir ou périr, ça paraît au Seuil Libelle. C'est absolument passionnant. C'est un texte court et très percutant. Je vous le recommande vivement. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du mercredi, Routel Krief et Nicolas.